Ok, donc merci d'être venu dans cette journée historique. Et donc les transparences sont en anglais, mais je vais faire l'exposé en français. Et donc je voudrais vous parler de résolution de problèmes de valeur initiale. Ça va pour l'acoustique? Oui. De résolution de problèmes de valeur initiale par minimisation convexe. Et on verra comment ça nous mène à des généralisations à valeur matricielle de problèmes de type transport optimal, jeu H en moyen et problème de Schrödinger. Alors, c'est un peu la suite. D'abord, je voudrais vous rappeler que résoudre des problèmes de valeur initiale par minimisation convexe, dans le cas d'équations linéaires, c'est tout à fait classique, puisqu'on peut utiliser la méthode des moindres carrés. Donc, vous avez une équation linéaire, vous écrivez le carré de l'équation et vous minimisez ça. Et donc, en principe, ça devrait vous donner la solution. OK. Par contre, dans le cas non linéaire, ça se passe pas si bien. Il y a des méthodes de moindre carré non linéaires qu'on utilise par exemple dans les problèmes d'assimilation de données, mais à ce moment-là, on a des difficultés avec les problèmes de minimum locaux, etc. Alors, par ailleurs, il y a une théorie qui remonte aux années 70, qui a, je pense, commencé vraiment avec un article de Brésis et Ekland, et qui a été continuée plus récemment, notamment par Nassif Boussoub, qui a même écrit des livres à ce sujet, et puis dans un esprit un peu différent par Mielke et Stefanelli, et puis il y a d'autres auteurs, comme Vicentin. Et je vous propose une autre approche. A priori, je ne vois pas en quoi ça serait la même que l'approche précédente, et que j'ai commencé à introduire pour les systèmes de loi de conservation avec une entropie convexe. Donc ça, c'est un travail que j'ai d'ailleurs raconté à plusieurs reprises. Et donc, c'est publié dans Communication in Math Physics. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est d'appliquer le même genre d'idée, mais à des problèmes paraboliques. Alors, en fait, je vais plutôt faire une espèce de théorie générale. Je vais simplement présenter 3 exemples. Donc, l'équation des milieux poreux, c'est la seule équation sur laquelle je donnerai un petit peu de détails de démonstration. L'équation de Hamilton-Jacobi visqueuse, et puis, là, évidemment, l'équation de Navier-Stokes, où les résultats, bien entendu, seront beaucoup plus faibles. Donc, c'est ça le programme. Alors, je vais commencer par l'équation des milieux poreux, dans le cas quadratique, en fait, le cas le plus simple. Donc, vous avez une équation de la chaleur avec une non-linéarité quadratique pour des solutions positives. Et je me placerai toujours sur le cube périodique, pour ne pas avoir de problème de conditions limites ni de conditions à l'infini. Cette équation, alors, comme on est en particulier dans ce séminaire et dans le cours de Lyons, on est toujours intéressé au lien entre les équations de dérivée partielle et l'interprétation de type particules ou de systèmes dynamiques. Et en fait, c'est assez connu qu'en réalité, cette équation, elle peut se voir comme décrivant la limite d'un système de particules avec une interaction très douce à base de gaussienne. Donc j'ai écrit ça ici. Et il y a un régime asymptotique. Vous avez 2 paramètres, petits paramètres, epsilon, et 1 sur le nombre de particules. Et dans un bon régime de paramètres, en fait, ça converge. La mesure empirique de ce système de particules va converger vers l'équation des milieux poreux. Donc ça, c'est juste pour vous donner un contexte de type particules pour cette équation. Mais je ne vais jamais utiliser cette interprétation dans la suite. OK, et donc je faisais référence bien sûr à un article de Pierre Lyons et Sylvie Masgalic qui a presque 20 ans. Et il y a pas mal d'articles sur le sujet d'ailleurs. OK, alors l'idée est a priori, l'idée de départ est a priori absurde, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va minimiser l'intégrale en espace-temps. Donc dans les notations, en fait, je noterai toujours les intégrales sans écrire le dx dt, et q, ça sera l'espace-temps, donc c'est un intervalle borné 0t fois le q périodique. Donc c'est la notation que je vais garder de bout en bout. OK, alors, et on veut résoudre ce problème de minimisation parmi toutes les solutions faibles
de l'équation ayant U0 comme donnée initiale. Alors, je pense que ça doit vous faire sauter au plafond parce que ce problème est a priori absurde, puisqu'on a des théorèmes d'existence et d'unicité pour cette équation, ce qui veut dire que si vous avez un U0 donné, il n'y a qu'une solution. Donc, minimiser sur un ensemble à un point, c'est un peu ridicule. Voilà. Donc, ah oui, alors, je vois... Donc, il faut que je revienne à le transparent précédent pour montrer que je n'avais pas oublié de citer le maître. Ok. Bon. Donc là, c'est facile à rattraper. Donc, voilà. De toute façon, le deuxième transparent suffit. On peut commencer au deuxième transparent. C'est bon. Donc, je disais que je regardais... je vais conseiller 3 équations, les milieux poreux, Hamilton, Jacobi, visqueux et Navier-Stokes. Alors, le problème de minimisation convexe va être introduit pour les milieux poreux. Donc, je cherche à minimiser l'intégrale espace-temps de l'entropie U carré parmi toutes les solutions faibles de l'équation des milieux poreux, admettant U0 comme donnée initiale. Donc, comme je disais, a priori, c'est un problème absurde, puisqu'on sait qu'il n'y a qu'une seule solution. Donc, on minimise sur un ensemble à un point, ce qui est évidemment très pratique, mais pas très intéressant. Alors ça n'est pas convexe. Si, s'il y a qu'un seul point, tout est convexe. Oui, alors, très bonne remarque. Mais bon, faisons comme si je ne savais pas, que je ne connaissais rien à la littérature et je ne connaissais pas l'unicité. Parce que dans les problèmes qu'on va voir, en fait, l'unicité n'est pas complètement claire pour les solutions faibles, voire au contraire, il peut y avoir une non-unicité massive, comme dans le cas de Navier-Stokes, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ce problème de minimisation, aussi absurde soit-il, on peut l'écrire sous forme d'un point sel, parce qu'on peut en fait écrire la formulation faible sous forme avec des fonctions test phi, et donc minimiser parmi toutes les fonctions test, c'est équivalent à résoudre le problème de point sel où on minimise en U par rapport au sup, par rapport à toutes les fonctions test, et on a ajouté à la fonction à minimiser, U carré sur 2, simplement l'écriture faible de la solution. Alors, je l'ai écrit de façon un petit peu non standard, puisqu'on met la donnée initiale dans le terme U moins U0. Donc, vous voyez que quand vous regardez le sup en phi, comme c'est linéaire en phi, affine en phi, en fait, la partie linéaire en phi, il n'y a que 2 possibilités. Le sup est soit 0, soit l'infini. Et si c'est l'infini, ça ne compte pas dans l'infimum. Et si c'est 0, ça veut exactement dire que pour tous les phi, vous avez annulation du terme linéaire, et donc vous avez une solution faible avec la donnée initiale. La donnée initiale est incorporée dans la solution faible. Donc c'est une solution faible avec la donnée initiale entendue au sens faible. Et bien entendu, au point de vue analyse, évidemment, il suffit que U soit de carré sommable, et puis pour phi, c'est un sup sur des fonctions test. Alors ce qui est fondamental, c'est bien sûr que la fonction test doit s'annuler à l'instant final. Parce que sinon, vous auriez, dans l'intégration par partie formelle qui donne la formulation faible, vous auriez un terme en grand T. Ça, on n'en veut pas. Donc il est essentiel que phi s'annule à l'instant final. J'espère que ça, c'est clair. Non? Oui? Bon. OK. OK. Et alors, évidemment, là, vous pouvez faire de la dualité faible, c'est-à-dire de dire que l'inf sup est supérieur au sup inf. Donc, a priori, on ne sait pas à ce moment-là s'il y a un trou de dualité ou non. Mais l'avantage du sup inf, c'est qu'il est trivial à calculer, puisque comme il n'y a aucune dérivée impliquée de U impliquée dans la formulation, c'est une minimisation ponctuelle, et en plus c'est quadratique, puisqu'on a pris le cas de l'équation des milieux poreux quadratique, donc il s'agit de minimiser un carré, donc ça je sais faire à peu près. Donc, et je vais appeler JU0 la valeur optimale de ce problème dual. Donc a priori, là, c'est moins clair que... les questions d'unicité disparaissent d'une certaine temporairement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme la fonctionnelle est affine par rapport à la fonction test, puis ça c'est le principe des fonctions test, on va automatiquement avoir un problème concave, puisqu'on va prendre un inf, par rapport à un paramètre de fonctionnelle affine. Donc c'est forcément une fonctionnelle concave en phi. Donc on la calcule explicitement, donc je remets la formule en haut, comme ça vous puissiez suivre,
et faire le calcul en direct. Donc, si je minimise en U, c'est une forme quadratique, donc ça me donne, vous voyez, l'optimal en U est donné par l'équation U égale dt phi plus grade phi, dt phi divisé par 1 moins Laplacien phi, donc qui est écrite ici. OK. Et donc, ça nous donne comme la forme quadratique et moins dt phi carré divisé par 2 à moins Laplacien phi, plus U0 dt phi, le terme correspondant à la donnée initiale. Et alors, évidemment, c'est une fonctionnelle qu'on obtient qui est concave, mais elle est un peu particulière. C'est une fonction barrière. En particulier, elle interdit à Laplacien phi d'être plus grand que 1. Donc ça, c'est essentiel dans les discussions. Donc on peut le rajouter comme contrainte, mais cette fonctionnelle concave, en elle-même, inclut la contrainte que Laplacien phi est inférieur à 1. Et bien sûr, je garde de façon fondamentale la condition finale que phi est nul en grand T. OK. Donc, évidemment, là, il y a une transformation assez naturelle à faire, c'est de donner un nom à 1 moins Laplacien phi, donc je l'ai appelé ρ, ou sigma ici, en fait, parce que je vais utiliser ρ plus tard. Donc sigma, qui est 1 moins Laplacien phi, qui doit être positif, et q, c'est simplement la dérivée en temps de phi. Donc c'est deux champs scalaires, et qui sont reliés par une condition de compatibilité, parce qu'évidemment, dt de q doit être, dt de sigma, pardon, est égal à moins Laplacien de dt phi, et donc c'est égal à, dt sigma est égal à moins Laplacien de q. OK, donc le problème de minimisation, en remplaçant dt phi par q et 1 moins Laplacien phi, on a ce problème-là, qui ressemble beaucoup à un problème de transport optimal en formulation temporelle. Donc, puisque ça, c'est une intégrale, grand Q, je vous rappelle, grand Q, c'est l'intervalle, c'est 0t fois le cube périodique. Donc, c'est une intégrale en espace-temps. Et ça ressemble beaucoup à la formulation dynamique du transport optimal, avec quelques différences. C'est d'abord, première différence, l'équation linéaire qui lie sigma à q n'est pas l'équation de continuité, c'est autre chose, puisqu'il y a un Laplacien. Donc c'est différent. Et d'autre part, au point de vue donné du problème, on a sigma qui joue le rôle d'une densité qui est donnée à l'instant final, mais à l'instant initial, sigma n'est pas donné, donc c'est un peu comme dans les Minfield Games, c'est plutôt le potentiel qui est donné. Donc on peut dire que le potentiel est relié à U0. Au démarrage, pourquoi tu as choisi intégrale de U carré? Ça Ah oui. Effectivement faire les calculs. Mais voilà. Alors, oui, alors effectivement, ça c'est quelque chose d'un peu troublant parce que dans la théorie que j'avais faite pour les systèmes de loi de conservation, avec entropie convexe, l'entropie a été un candidat naturel. Mais dans le cas parabolique, les choses deviennent beaucoup moins naturelles, mais néanmoins, ça se passe plutôt bien. Donc c'est un argument. Je comprends que ça soit plus simple avec U carré. Oui, oui, mais on pourrait faire des choses. Voilà. Mais on va obtenir un problème, à mon avis, enfin, c'est vrai que je n'ai pas trop creusé ça. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, ce que j'ai choisi, c'est d'avoir des problèmes duaux qui correspondent à des choses connues ou qui ressemblent à des choses connues. Donc, c'est un principe de simplicité, mais effectivement, c'est troublant, parce que dans le cas des systèmes hyperboliques, finalement, il n'y a pas tellement de choix, en fait. Ce qui est naturel, c'est de regarder l'entropie. Mais dans ces systèmes paraboliques, en particulier scalaires, ça paraît plus discutable, effectivement. OK, donc vous voyez, c'est ça le problème qu'on obtient. Alors, ce problème, en fait, il existe dans la littérature. Ça, je l'ai appris récemment, en fait, au moins en dimension 1. Et en fait, c'est lié à ce qu'on appelle le problème de transport optimal martingale, donc qui est un sous-produit des maths financières, en fait, parce qu'à l'origine, ça intéressait des gens de maths financières. Donc, en France, il y a eu, en particulier, il y a Touzy qui a travaillé là-dessus, et puis aussi Nicolas Juillet, et puis il y a peut-être des gens dans la salle aussi. Mais en tout cas, là, il n'y avait pas de formulation dynamique, à ma connaissance, avant un article récent de Beigelböck et Hussmann, dans le cas de la dimension 1. Et ils trouvent plus ou moins ce problème-là. Alors, les conditions, les données ne sont pas les mêmes, puisque c'est un problème de type transport, où on a deux mesures qui sont données et qui doivent vérifier une contrainte d'ordre convexe. C'est-à-dire que l'une doit être plus mélangée que l'autre. Et alors, par contre, en dimension supérieure à 1, je ne sais pas
s'il y a une interprétation de ce type-là. Je ne pense pas. Il faut ajouter que dans le papier de Beigel, Buck et Hussmann, ils font référence à l'équation des milieux poreux. Donc, ils ont fait le chemin à l'envers, dans l'autre sens, disons. Alors ça, je pense que ça fait un problème ouvert. J'ai oublié, je crois, un S. Non, je crois que c'est correct. L'orthographe est correcte. OK. Donc ça, c'était le premier exemple. Et je voudrais vous donner quelques mots de la démonstration du résultat, qui est un peu trivial dans le cas des milieux poreux. En fait, c'est de prouver essentiellement qu'il n'y a pas de trou de dualité. C'est-à-dire qu'en fait, on a un problème dual, et il n'y a aucune raison a priori qu'il n'y ait pas un trou dedans. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que la démonstration en fait, est basée essentiellement sur l'estimation la plus connue pour les milieux poreux, qui est l'inégalité de Aronson-Benilan, qui ressemble beaucoup à l'inégalité d'Oleinik pour Hamilton-Jacobi. Je ne sais pas si ça peut se mettre exactement dans le même cadre, ce qui dit qu'en fait, les solutions, elles ont toujours un Laplacien minoré par moins K sur T, où K est une constante vraiment universelle qui ne dépend que de la dimension, qui est connue explicitement, et le tout est saturé par les solutions autosimilaires de ce qu'on appelle les profils de Barenblatt. Donc c'est une très belle inégalité. En fait, Benilan et Crandall ont une version abstraite qui contient les deux résultats avec des équations homogènes. Il faut deux propriétés, si je me souviens bien, puis une propriété de contractivité, une propriété Oui. d'homogénéité du générateur. Et à ce moment-là, il y a une inégalité sur UT ou un truc comme ça. Voilà. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de nonsense principe qui permet de dire oui, c'est pareil que Oleinik dans un contexte bizarroïde. Okay. Et alors effectivement, en plus, les problèmes de Barenblatt, c'est des espèces de solutions fondamentales en fait, de l'équation non linéaire. Et en fait, dans Oleinik, c'est pareil. En fait, l'inégalité est saturée par des données initiales de type delta, en fait, qui n'ont pas un sens très précis, mais enfin, qu'on peut. Alors, comment on fait? Alors, la démonstration qu'il n'y a pas de trou de dualité est très simple. C'est-à-dire qu'on va simplement résoudre le système d'optimalité. Donc ça, c'est vraiment un peu dans le style des jeux à champ moyen. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système d'optimalité. Et le système d'optimalité naturelle, c'est si on connaissait déjà la solution phi, à ce moment-là, eh bien, on peut se dire que ce qui est optimal, c'est de prendre le U qui est obtenu dans la minimisation quand on fait le lymphe en premier. Donc en fait, ça nous donne une équation linéaire, évidemment. C'est une équation, comment dit-on, adjointe, en quelque sorte, en un certain sens. Donc en fait, l'équation, c'est simplement dt phi égale 1 moins Laplacien phi u, avec comme condition finale phi de t égale 0. Et en fait, c'est plus simple de l'écrire en utilisant la variable alpha, qui est 1 moins Laplacien phi. Donc alpha, c'est un autre nom de sigma. En fait, on trouve cette équation, dt alpha plus Laplacien de alpha u. Donc c'est un peu bizarre parce que le Laplacien est complètement, est totalement, c'est super divergentiel en quelque sorte. Et en fait, en faisant un petit calcul, on s'aperçoit que Aronson-Benilan va nous donner automatiquement le fait que alpha va être minoré, c'est-à-dire va rester positif, à l'exception possible du temps zéro. Donc il peut y avoir de l'annulation au temps zéro, mais pour les temps intermédiaires, ce n'est pas possible. Et donc, je ne sais pas si ça vaut la peine d'écrire ça, mais en fait, bon, je mets juste je vais pas faire je mets tout d'un coup. Donc en fait, on fait un principe du maximum et on voit que ça nous donne l'estimation directement si on sait que le Laplacien de U est minoré par kappa sur T. Donc ça, c'est vraiment très simple. Donc en fait, on a, c'est-à-dire que le danger qu'il pourrait y avoir, et qu'on va voir sur Navier-Stokes, c'est que en résolvant cette équation non linéaire, on puisse tomber dans les zones négatives de alpha, et dans ce cas-là, on ne peut plus évaluer la fonctionnelle parce qu'elle n'autorise pas les valeurs négatives de la densité. Donc c'est quand même, il faut faire ce travail. Ok, et après, alors là, c'est juste un jeu d'écriture, parce qu'en fait, on calcule, avec cette solution possible, hein, qui n'est pas forcément optimale a priori, on peut tout calculer en utilisant ce qu'on sait déjà, donc je passe le calcul. Et en fait, ce qu'on obtient, c'est la valeur optimale du problème de départ. Donc en fait, si on enchaîne les choses, on a
Si on prend la solution de l'équation des milieux poreux, qui vérifie l'inégalité... En fait, dans cet argument, vous n'avez même pas besoin de savoir qu'il y a unicité. Donc, si vous avez une solution satisfaisant Aronson-Bénilan, en fait, la valeur de U carré sur 2 est certainement supérieure à l'inf. Donc, après, on a l'inégalité dans le bon sens. Et comme c'est un max, le max est supérieur à n'importe quoi que vous puissiez trouver. Donc, vous résolvez le phi par, comme j'ai fait précédemment. Et il se trouve que les deux valeurs sont égales. Donc, il n'y a pas de trou de dualité. Alors, ça donne, ce n'est pas un argument pour donner l'unicité, mais en tout cas, ça donne la dualité. Et du coup, ça montre qu'en fait, le problème de minimisation est un problème raisonnable pour récupérer les solutions des milieux poreux. Alors, ça, c'est l'idée grossière. Je pense qu'il y a plein de raffinements possibles à faire parce que, effectivement, si vous avez des données avec à support compact, évidemment, je pense qu'il faut travailler un peu plus que ce que j'ai raconté ici. Et puis, si on travaille dans tout l'espace, enfin, je pense que c'est à la source de travaux éventuels, si ça intéresse quelqu'un, de creuser un peu tout ça. OK. Donc, c'était l'argument final. Donc, vous voyez, il n'y a pas de trou de dualité, puisqu'on a J est supérieur à I qui est supérieur à J. Voilà, c'était le premier exemple. Donc, c'est le seul où je donnerai des éléments de démonstration un peu complets. Mais vous voyez, c'est très élémentaire, en fait. Alors, maintenant, le deuxième exemple est en fait d'une certaine façon encore plus simple. C'est de prendre Hamilton-Jacobi visqueux. J'ai laissé quand même le paramètre de viscosité epsilon pour pouvoir éventuellement discuter du cas epsilon égale 0, ce que j'avais traité dans le cas unidimensionnel dans le papier antérieur de 2018. Et donc, pour les notations, donc la solution de l'équation d'Hamilton-Jacobi est ici notée phi. On est toujours le domaine espace-temps est noté grand Q. Pour pouvoir appliquer la même idée, je ne peux pas démarrer directement avec Hamilton-Jacobi. Il faut que je dérive Hamilton-Jacobi pour avoir une équation divergentielle. Donc, la notation, c'est B, qui va tenir le rôle de gradient phi. Et le fait que c'est un gradient n'a pas besoin d'être mis comme contrainte. Pourquoi? Parce que l'équation est sous forme dtb est un gradient, et d'autre part, b de 0 est un gradient, qui est le gradient de phi 0. Donc, je n'ai pas à me préoccuper de la contrainte de gradient. Donc, B sera un champ de vecteurs quelconque dans la suite. Et donc, je minimise cette quantité qui n'est pas très naturelle, parce que l'intégrale de BK, on ne sait pas grand-chose de ça, sauf en dimension 1. Enfin, en dimension 1, c'est clair, c'est Burgers, donc là, c'est quelque chose qui est décroissant. Mais dans le cas général, ce n'est pas forcément une bonne quantité, donc ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Donc ici, d'ailleurs, ça m'a bloqué pendant un certain temps, parce que je me disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas travailler avec B carré. Donc ça faisait un blocage psychologique. Mais en fait, c'est assez amusant ce que ça donne, parce que vous voyez ce qu'on va obtenir. Donc là, je vous saute tout le détail du calcul, mais on va obtenir quelque chose qu'on connaît bien, en fait, qui est une sorte de variante du problème de Schrödinger. Alors, en détail, ça donne quoi? On a alors, j'ai changé le signe. Hein. On a à minimiser en ρ et Q. Alors, ρ, c'est une densité positive. Q, c'est un champ de vecteurs et qui sont reliés par l'équation de continuité d'hétéro plus divergence Q égale 0. OK. ρ, à l'instant final, doit être égal à 1. Donc ça, c'est lié au fait que la fonction test, quand on teste l'équation, doit s'annuler au temps final. Et la formule est donnée par un terme qui implique la donnée initiale Q scalaire B0. B0, c'est le gradient de phi 0. Et puis, on a un terme qui est de style transport optimal avec entropie. Donc, c'est Q. Donc, s'il n'y avait pas d'epsilon, ce serait Q2 sur 2ρ. Donc, ça serait le terme classique dans le transport optimal quadratique. Mais il y a une correction par le gradient de ρ. Donc, c'est Q moins epsilon gradient ρ au carré qu'on obtient, divisé par 2ρ. OK. Alors, bon, en fait, en général, on peut réécrire cette quantité parce que, en particulier, ce qui est intéressant, c'est de développer le terme. Alors, je vais peut-être passer au truc comme ça. Voilà ce qu'on peut obtenir. Alors, je vais quand même revenir au coup précédent. Donc, en fait, si on développe le carré, on va avoir un terme en moins epsilon Q gradient ρ sur ρ. Donc, c'est-à-dire que je peux l'intégrer par partie. Donc, ça va me donner moins divergence Q log ρ. Mais j'ai l'équation de continuité. Donc, ça me donne dt ρ log ρ. Donc, c'est dt de ρ log ρ. Et comme c'est une intégrale en espace-temps,
ça me donne les termes de bord en temps. Et en plus, comme ρ de 1 de grand T est égal à 1, et ça ne donne aucune contribution en T égale grand T, il ne me reste que le terme initial. Et donc, vous trouvez, alors c'est peut-être écrit un peu petit, en fait, on trouve, et vous pouvez faire la même chose pour le terme impliquant phi 0, donc in fine, on a la minimisation de la somme des deux carrés, de Q et de gradient ρ, et puis un terme de bord en temps qui est ρ de 0 à l'instant 0, epsilon log ρ 0 plus phi 0. Okay, et ça, c'est une des écritures possibles du problème de Schrödinger. Alors, ce n'est pas exactement le problème de Schrödinger, parce que dans le problème de Schrödinger, on a la même fonctionnelle, mais on se donne ρ à l'instant initial et à l'instant final. Okay, ici, c'est comme, encore une fois, c'est un peu un problème plutôt avec une structure comme dans les champs moyens, où on a la densité est donnée au temps final et le potentiel est donné à l'instant initial. OK, voilà. Est-ce que c'est clair? Alors, évidemment, c'est un problème très à la mode. Alors, donc, comme je vais le redire dans un instant, Schrödinger a travaillé sur ce problème en 1931, si je ne me trompe pas. Et je pense que Christian Léonard a fait partie des gens qui ont vraiment remis ça au goût du jour. Et c'est un des thèmes préférés de l'équipe Mo-Kaplan, pour lequel je fais de la publicité, évidemment. Parce que, en fait, formulé de façon non dynamique, d'une autre façon, le problème de Schrödinger est une façon très efficace de calculer les problèmes de transport optimal. C'est une sorte de régularisation du transport optimal avec epsilon positif, et on peut le faire à coup d'itération de convolution avec des gaussiennes, donc c'est très très efficace du point de vue numérique. Et donc il y a il y a plein d'auteurs dans la salle qui travaillent sur ces questions-là. Et puis j'ai cité les plus jeunes, les derniers venus, là. Donc, en particulier, il y a un travail de Barada et Mont-Saint-Jean que je cite parce que l'un est un ex-doctorant. OK, donc ça c'était pour le problème de Schrödinger. Alors je ne sais pas s'il y a des questions sur le problème de Schrödinger. Enfin, je reviendrai. Alors maintenant, évidemment, le plus... Dans les deux cas, tu as ah oui. Le problème initial est un faux problème d'optimisation puisque tu as un seul point. Voilà. Et donc, à la fin, tu récupères un problème... Backward forward. Oui, qui est amusant, intéressant, qualifié comme on veut. Mais quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On veut se servir de ce problème pour quelque chose? Alors l'objectif, il est partiellement... Voilà, alors ça, c'est un des arguments les plus raisonnables, c'est de dire qu'à partir du moment où l'optimisation convexe est revenue vraiment au goût du jour et de façon massive, donc c'est pas mal de ramener des problèmes à l'optimisation convexe. C'est un argument... Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour faire des calculs en très grande dimension? Alors ça, je ne sais pas, probablement, je suis un petit peu sceptique là-dessus. Donc en fait, par contre, les méthodes... L'optimisation en très grande dimension, ça a du succès. Exactement, voilà. Alors ça, je ne sais pas, je n'ai pas trop réfléchi à cette question, si c'était intéressant de ce point de vue-là. Ça, c'est vrai. Et puis, surtout, l'autre objectif, c'est de voir, que je vais expliquer dans les remarques finales, c'est de voir quel genre de problème on obtient, quelle est leur structure, est-ce que ça ressemble à des choses qui existent dans la littérature, est-ce que c'est lié à des équations de physique mathématique, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, j'en parlerai dans les derniers transparents. Effectivement, mais c'est amusant parce que c'était un peu la question du référé, en fait, du rapporteur. C'est genre, ah oui, c'est très amusant, mais... Okay. Et surtout, où est le programme? Ça m'a beaucoup frappé parce que c'était la première fois que j'ai vu un rapport de référé où on demandait à l'auteur, mais quel est son... En fait, c'est comme si c'était un contrat ERC ou quelque chose comme ça. Ça, c'est curieux. Ça m'a beaucoup frappé. Je n'avais jamais vu ça avant. Donc peut-être ça sera... Tous les rapports de référé seront comme ça maintenant. OK. Alors maintenant, Navier-Stokes, là, il ne faut pas s'attendre à de grands résultats parce que jusqu'à maintenant, dans les deux cas, en fait, la taille de l'intervalle de temps ne jouait pas de rôle. En fait, on pouvait retrouver les solutions pour des intervalles de temps arbitraires. Là, je vais royalement me casser la figure. Donc du coup, c'est pas comme ça que je vais résoudre le problème clé, c'est clair. Mais néanmoins, c'est amusant à regarder. Alors,
l'idée, c'est de minimiser l'énergie cinétique, donc c'est espace-temps encore, parmi toutes les solutions faibles de Navier-Stokes. Alors ici, il ne s'agit pas de solutions de Leray. Hein. Les solutions de Leray sont en fait des solutions faibles, assez fortes finalement. Et vous avez peut-être vu récemment des articles, notamment de Vicol, travaillant sur les solutions faibles. Alors là, on peut montrer, avec l'intégration convexe, on peut montrer qu'il y a énormément de solutions. Alors on peut... Ce qui montre aussi que quand Leray a fait son travail, finalement, il a éliminé ce genre de résultat, puisque, sauf erreur, par intégration convexe, on ne sait pas construire des solutions de Leray, à ma connaissance. OK, donc... Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, je ne sais pas où ils en sont. Oui, ils essayent. Voilà, ils ont fait des annonces un peu imprudentes qui donnaient l'impression de montrer qu'on pouvait construire des quantités de solutions de Leray, mais en fait, c'était des solutions faibles. Et donc, je ne sais pas où ça en est maintenant. On a juste un problème avec le temps initial. Ah oui, mais ça peut être... Est-ce qu'ils ne savent pas juste avoir des énergies décroissantes Alors, effectivement, de toute façon, dans tous les problèmes d'intégration convexe, il y a de sérieux problèmes. Il faut faire très attention aux énoncés quand on parle de données initiales. Parce qu'en fait, il y a des couches, des sortes de... en fait, typiquement, l'énergie saute. Mais enfin, c'est un autre problème. Voilà. Ça, on est en train d'entrer dans la controverse sur ces... Mais typiquement, effectivement, par exemple, dans le cas de Euler incompressible, typiquement, on va construire des solutions où immédiatement l'énergie cinétique est supérieure à celle qui a été au début, ce qui est aberrant si on vient de Navier-Stokes, par exemple. Voilà. Oui. Enfin bon, là, ça serait un débat. Oui, mais je dirais sur Navier-Stokes ou même sur Euler, enfin on peut plus discuter sur Euler, évidemment, ça viendrait à personne l'idée d'éliminer les inégalités d'énergie. Oui, tout à fait. Donc après, on peut regarder ces questions. Oui, non, mais peut-être qu'ils y arriveront, hein, c'est possible. Mais c'est possible, mais là, voilà, il y a un sérieux tour. Voilà. Mais ils ont fait une publicité un petit peu... Voilà. OK, alors, en fait, là, on va... Donc là, je vous donne simplement le résultat du calcul du problème dual. Alors, il a une structure assez intéressante, parce que ça ressemble beaucoup au problème de Schrödinger, sauf que maintenant, et c'est ça qui justifie le titre de l'exposé, c'est que maintenant, on va avoir des densités à valeur matricielle. Enfin, ou plus précisément, à valeur matrice symétrique semi-définie positive. Donc, la structure est la suivante. Donc, M, c'est une matrice. M-1, c'est la matrice inverse. Donc, ça suppose implicitement que M est positif. Et puis, elle s'applique des deux côtés à un champ de vecteurs qui est Q moins epsilon divergence de M. Alors, il faut que j'explique un peu. Donc, Q, c'est une inconnue, qui est un champ de vecteurs, et divergence de M, M est une matrice. Donc, en coordonnées, si MIJ, ça donnerait DJ de MIJ. C'est comme en mécanique des milieux continus, c'est la divergence du tenseur M. Donc, vous voyez que cette fonctionnelle est une sorte de généralisation de celle qu'on a vue précédemment. Si vous pensez que M, c'est ρ, une densité scalaire, on aurait la même formule qu'on avait tout à l'heure pratiquement. Alors, M et Q sont reliés par une équation plus compliquée que l'équation de continuité, mais néanmoins, ça reste une équation qui est linéaire, homogène, et homogène de degré 1, et il y a simplement un terme pseudo-différentiel parce qu'il y a l'incompressibilité qui entre en jeu. Donc en fait, c'est cette formule, dTm plus gradient Q est une matrice, donc on la symétrise, plus gradient Q transposé. Il faut retirer l'effet de la divergence nulle, et là vous avez un opérateur de risque qui apparaît puisqu'on a les dérivées secondes de Laplacien moins 1 appliquées à la divergence de Q. Donc tout ça, ça nous donne une équation pour reliant M à Q, et la condition finale sur M, c'est d'être la matrice identité. Donc ça, c'est encore une fois, cette condition finale, c'est l'héritage du fait que quand on a pris les fonctions test, on veut absolument que les fonctions test s'annulent au temps final. Donc ça, c'est une structure que je trouve quand même assez intéressante. Donc je ne sais pas, je n'ai pas été assez courageux pour me taper toute la littérature, je ne sais pas si ce genre de problème de Schrödinger matriciel apparaît dans la littérature. Okay. Je ne sais pas trop. OK, alors maintenant, je vais faire quelques remarques pour terminer, pour que les gens puissent aller à la manif s'ils veulent. OK, donc le problème de... Alors, ça c'est une petite remarque historique, ça, c'est pas du tout original, c'est bien connu. C'est que le problème de Schrödinger a un lien très fort avec l'équation de Schrödinger, donc ce qui n'est pas complètement surprenant.
simplement ça vient 6 ans après. Et en fait, c'est très connu que l'équation de Schrödinger, on peut la voir comme... On peut la résoudre en cherchant les points critiques. C'est une sorte d'interprétation de mécanique des fluides de l'équation de Schrödinger, en fait, qui remonte à Madlow en 1926. Donc, en fait, on regarde un champ de densité et un champ de quantité de mouvement, ρ et Q, et en fait, on regarde les points critiques le même problème de Schrödinger, sauf qu'on a changé le signe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une fonctionnelle convexe, on a une fonctionnelle qui n'est plus du tout convexe, et où il y a la compétition entre un terme d'énergie cinétique et un terme d'information de Fischer. Et la contrainte, c'est que l'équation de continuité est satisfaite. Alors, ça ne paraît pas du tout ressembler à l'équation de Schrödinger. On retrouve l'équation de Schrödinger simplement en définissant la fonction d'onde comme racine de ρ e puissance i θ. Et θ, c'est le potentiel du champ de vitesse, c'est-à-dire Q sur ρ, en fait, il se trouve, par optimalité, est forcément un gradient. Et ça donne l'équation de Schrödinger. Alors, vous savez sans doute que c'est évidemment très joli, mais en fait, ça masque des problèmes sérieux, puisque quand la fonction d'onde s'annule, cette méthode dégénère. Donc, en fait, c'est pour ça que cette très belle formulation de Madlow, en fait, n'est pas si utilisée que ça. En plus, ça rend les équations non linéaires, ce qui est quand même paradoxal. Donc, là où l'équation de Schrödinger est linéaire, les équations d'optimalité en ρ et Q sont très non linéaires. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première observation, que finalement, il y a une équation de physique mathématique qui est très proche du problème de Schrödinger, avec un changement de signe. Alors, je n'ai pas noté ça dans les transparents, il y a eu tout un travail de Nelson pour raccrocher directement l'équation de Schrödinger au genre d'équation qu'on obtient dans le problème de Schrödinger. Donc ça, c'est un tour de force, parce que le fait qu'il y a un moins, ça change absolument tout. Et donc, c'est l'idée des champs retardés avancés de Nelson, qui est un truc très amusant, et qui a une interprétation probabiliste. Donc, on peut faire une interprétation stochastique, en fait, de l'équation de Schrödinger, en faisant ça. OK, alors maintenant, si on regarde le problème issu de Navier-Stokes, évidemment, on a une espèce d'information de Fischer matricielle. Et alors là, je vais peut-être inventer une terminologie, c'est ce que j'apprêterai ça, c'est le point de Godwin mathématique. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le point de Godwin. Non, personne ne lit les journaux. Donc le point de Godwin, c'est quand les gens s'engueulent en politique, ce qui est le cas en ce moment, en fait, les gens se ramènent toujours au nazisme et à Hitler. C'est ça le point. C'est atteindre le point de Godwin, c'est faire référence à Hitler dans une discussion politique. Donc, je pense que pour les mathématiques, c'est d'arriver à parler de la relativité générale et de l'équation d'Einstein. Donc, je vais atteindre mon point de Godwin, parce que, en fait, ce que je prétends, c'est que ça ressemble pas mal à l'action de Hilbert Einstein. Alors, je vais faire un peu de cuistrerie de relativité générale pendant 2 secondes. Donc, en fait, c'est un petit miracle qui est lié à dimension 4. Je ne sais pas si ça, c'est pas très connu, en fait. C'est que, en fait, l'action d'Hilbert Einstein, normalement, c'est la courbure scalaire. La courbure scalaire, ce sont des dérivées secondes de la métrique. Donc, G, c'est la métrique de Lorentz. La courbure scalaire, c'est les dérivées secondes. Donc, normalement, les équations d'optimalité doivent être du 4e ordre. Mais en fait, dans l'action de Hilbert Einstein en dimension 4, le terme de plus haut degré, en fait, est une divergence. Donc, c'est un terme, on pourrait dire un terme de bord, un Lagrangien nul, ce qui fait que ne restent que les termes d'ordre 1. Et c'est pour ça que l'équation d'Einstein est vraiment une équation du 2e ordre, c'est comme l'équation des ondes. Et en fait, ces termes, ils sont écrits ici. Donc, en fait, ils impliquent la connexion, donc les symboles de Christoffel, qui sont en fait une sorte de dérivée de la métrique du 1er ordre. Et vous avez une espèce de carré tordu, parce que ce n'est pas un carré, en fait, c'est pas un tordu. Il est tordu. Alors, le premier terme est assez sympathique. Le deuxième terme est vraiment tordu, et je ne comprends pas comment on peut l'interpréter comme un carré en quoi que ce soit. Donc là, il faudrait peut-être un peu plus de talent en algèbre. Et néanmoins, vous reconnaissez une structure similaire à celle qu'on a avant, parce que GIJ en haut, c'est G-1, c'est la métrique inverse, fois les dérivés, c'est un terme quadratique avec les dérivés. Alors, il y a aussi un autre facteur qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a un poids qui est l'élément de volume lorenzien, donc c'est racine de moins déterminant de la métrique.
Mais néanmoins, il y a une ressemblance. Alors évidemment, c'était un peu gonflé de prétendre qu'on pouvait trouver l'équation d'Einstein à partir de Navier-Stokes. Bon. Alors ça dit, je me suis amusé à regarder Navier-Stokes, Einstein. En fait, il y a des gens qui sont amusés à faire des liens entre les deux équations, et notamment Thibaut Damour, en fait, un article assez ancien où il parle de Navier-Stokes d'Einstein. Et puis c'est un peu à la mode de lier l'équation d'Einstein à la thermodynamique, c'est un petit peu une certaine mode dans la physique théorique de faire ça. Et donc c'est assez amusant d'avoir ce lien avec Navier-Stokes. Bon, alors je ne sais pas si on est très plus subtil, peut-être qu'il y a une équation qui ressemble à Navier-Stokes qui pourrait générer une équation de type Einstein. Mais à mon avis, la différence est plus forte que ça, parce que c'est comme dans l'équation de Schrödinger, c'est le fait d'avoir mis un moins à changer complètement la nature des choses. Et là, effectivement, on a des espèces de carrés tordus, et puis c'est nettement plus compliqué. Ça ressemble aussi, je ne l'ai pas écrit, ça ressemble pas mal aussi à des problèmes qui ont été beaucoup étudiés en maths appliquées, notamment au CERMIX, et puis aussi par... dans le cas des fluides d'Holroyd, c'est les modèles, comment on appelle ça, Fini, F-E-N-E. Oui, mais il y a aussi F-E-N-E, non? Non-extensible. Oui, c'est ça. Donc, et en fait, il y a des choses qui ressemblent. Donc, il faudrait peut-être regarder aussi de ce côté-là, parce qu'évidemment, dans ces modèles-là, au lieu d'avoir en fait des particules de fluide, on a en fait des petits ressorts. Donc, c'est une sorte de description de fluides non newtoniens avec des interactions de ressorts. Il y a même des formations cinétiques qui sont bien documentées. Donc, peut-être qu'on peut faire des choses de ce genre. Et ça nous ramène d'ailleurs au cinétique, puisque finalement, l'équation de Navier-Stokes incompressible, on sait depuis Gaulle-Saint-Raymond que c'est une limite de Boltzmann. Donc, peut-être même on pourrait même partir de Boltzmann pour arriver à Einstein, qui est encore plus amusant. OK, donc... C'est l'heure d'un piqueur. Voilà. Mais c'est ça, c'est ce qu'il appelait le point Godwin mathématique. OK, donc... alors, un truc, ça c'est plus technique. Il y a un truc que je n'ai pas encore compris, c'est ce problème tiré de Navier-Stokes pourrait être lié à un autre problème qui vient de l'équation de l'air. Donc l'air incompressible, on peut regarder le principe de moindre action, on peut le généraliser, en faire une théorie de style transport optimal incompressible, donc c'est un truc que j'ai fait dans les années 90, et on peut ajouter du bruit à ça. Donc c'est un peu la même chose que passer du transport optimal à Schrödinger, mais dans un cadre plus compliqué, plus intéressant, puisque c'est la mécanique des fluides incompressibles. Et ça a été étudié beaucoup par Arnaud Don, Cruzeiro, Léonard Zambrini, et ce qu'ils appellent le problème de Bredinger. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'aimerais clarifier, parce que l'avantage de Bredinger, c'est qu'il a une interprétation microscopique. Parce qu'en fait, ça décrit en fait des browniens, une continuité de mouvements browniens, et qui, en fait, c'est une sorte de jeu H1 moyen, parce que c'est des browniens qui interagissent par une contrainte d'incompressibilité. Donc c'est de la congestion saturée. Donc c'est comme de la congestion, mais où c'est type autoroute de Los Angeles, donc vous avez une congestion totale permanente. Donc il y a un mouvement quand même, ça bouge parce qu'il y a des entrées et des sorties, mais tout est congestionné en permanence. En fait, ce n'est pas vrai, Los Angeles, ce n'est pas toujours congestionné, mais c'est très souvent. OK. Alors voilà, donc comme aussi on est dans un jour de manifestation et que le rail a joué un rôle essentiel dans le mouvement et que je suis né à l'endroit où le chemin de fer a vraiment commencé en France et probablement en Europe continentale. Donc voilà ici une image du chemin de fer de Roanne à Saint-Étienne. Ben, c'est autour de Saint-Étienne, donc 10 ans avant Paris. Et puis voilà encore une photo beaucoup plus belle où on voit comment le chemin de fer a commencé, puisque comme ce n'est pas une région plate, c'est très extrêmement accidenté même, eh bien, il y avait plusieurs moyens de locomotion. On pouvait tirer par le cheval, voilà. Quelquefois en pente descendante, il n'y avait pas de traction, donc je sais pas, il devait freiner avec ça devait être assez dangereux. Et puis, il y a l'introduction de la locomotive,
pour le charbon, parce que le charbon, c'est quand même vraiment lourd dans les côtes, donc il fallait absolument des locomotives. Et puis, vous voyez, ah oui, d'ailleurs, la troisième ligne, on voit qu'il n'y a pas du tout de traction. Donc, ça devait être il descendait la pente, avec, il devait avoir des freins. Voilà, et ça, c'était dans les années 1830. Eh bien, merci beaucoup.